Épisode 84. Le français est-il une langue sexiste? Salut à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, notamment parce qu'aujourd'hui on a un sujet assez dense, donc il va falloir que vous soyez bien concentrés. Alors, la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui concernait le Covid, ou plutôt la Covid, parce que oui, depuis quelques mois, on se pose une question existentielle en France. Est-ce qu'il faut dire le ou la Covid? Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je ne vais pas faire de spoiler, je vous invite à y jeter un coup d'œil pour trouver la réponse à cette question. Mais plus largement, ce sujet du genre masculin et féminin en français, je trouve qu'il est passionnant et malheureusement dans cette vidéo, j'ai pas pu traiter tous les points qui me semblaient intéressants. J'en ai laissé certains de côté, notamment parce que sur YouTube, j'essaye de rester assez concis, de faire des vidéos qui ne soient pas trop longues. Et puis je dois aussi faire attention au choix de mes sujets, parce que c'est vrai que sur YouTube, ça peut vite partir en vrille. Ça, c'est une expression. Partir en vrille, donc c'est plutôt informel, plutôt familier, et ça veut dire perdre le contrôle. Quand on dit qu'un débat, par exemple, part en vrille, ça veut dire que le débat s'intensifie, qu'il devient assez violent, que les différentes personnes s'insultent peut-être. Donc voilà, sur YouTube, c'est souvent le cas. Quand on fait une vidéo sur un sujet un peu sensible, ça part en vrille. Surtout quand il y a des Français dans les commentaires, comme vous l'avez peut-être vu. Mais voilà, dans le podcast, on est entre nous. C'est un format, je dirais, un peu plus intimiste. Et voilà, j'ai l'impression que je peux vous parler plus librement. Donc je vais en profiter pour revenir sur ce sujet du genre dans la langue française. Mais on va pas vraiment parler du genre d'un point de vue grammatical, technique. Je vais pas vous dire comment savoir si un nom est masculin ou féminin, ça je l'ai déjà fait dans la vidéo YouTube, donc si vous le savez pas, encore une fois je vous invite à aller la voir. Non, maintenant on va plutôt s'intéresser à l'aspect linguistique et philosophique de cette question. En particulier, moi je me suis demandé pourquoi certaines langues font cette distinction masculin-féminin, mais pas toutes les langues. Et puis, comment, en français, on a choisi le genre des noms? Pourquoi on a décidé que le soleil, c'est masculin et la lune, c'est féminin? En plus, parfois, ça donne lieu à des choses assez bizarres. Par exemple, vous avez peut-être entendu que le sujet de cet épisode, c'est « Le français est-il une langue sexiste ?» Une langue, c'est féminin, mais le français, qui est une langue, c'est masculin. Voilà, vous voyez, parfois, c'est un peu bizarre. Et puis, est-ce que cette distinction entre le masculin et le féminin, elle correspond à une certaine réalité des choses, ou est-ce que c'est seulement une distinction arbitraire? Par exemple, on pourrait se demander si le soleil a des attributs plus masculins et la lune des caractéristiques plus féminines. Et puis, si on prend encore du recul, on peut se demander comment cette distinction influence notre façon de voir le monde. Par exemple, en français, on dit une tomate et en espagnol, un tomate. Donc en français, c'est féminin et en espagnol, c'est masculin. Est-ce que ça veut dire que les Français et les Espagnols ont une vision différente de la tomate? Pour remettre les choses dans leur contexte, il faut déjà savoir qu'en français, il y a plus de mots masculins que féminins. Le ratio, c'est environ 60-40. Environ 60% de mots masculins et 40% de mots féminins. Or, si cette distinction était parfaitement arbitraire, si elle était liée au hasard, eh bien, on devrait avoir 50% de mots masculins et 50% de mots féminins. C'est tout simplement une loi de probabilité. Quand on a un nombre suffisant de répétitions, alors ici, le nombre de répétitions, c'est le nombre de mots, eh bien, on doit avoir environ 50-50.
quand il y a seulement 2 options. Par exemple, si vous jouez à pile ou face, donc vous prenez une pièce et vous la lancez en l'air et elle retombe du côté pile ou du côté face. Si vous le faites un nombre suffisamment grand de fois, si vous faites suffisamment de répétitions, eh bien vous allez avoir 50% de pile et 50% de face. Mais en français, non. En français, on a 60% de mots masculins et 60% de mots féminins. Donc ça peut déjà nous laisser penser que cette distinction n'est pas seulement le fruit du hasard, qu'elle n'est pas totalement arbitraire. Alors, si elle n'est pas le fruit du hasard, est-ce qu'au contraire, on pourrait penser qu'elle est une sorte d'héritage de notre société patriarcale ? Aujourd'hui, c'est une question qui est plus que jamais d'actualité, une question qui revient souvent, par exemple, avec le débat sur l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, je vais en parler un peu plus tard dans l'épisode. Ça consiste à rééquilibrer la langue pour que le féminin soit autant représenté que le masculin, par exemple à travers les noms de profession. Mais plus généralement, la question qui va nous intéresser ici, c'est: le français est-il une langue sexiste ? Pour donner une définition de sexiste, on peut tout simplement dire qu'une chose sexiste, c'est une chose qui discrimine une personne en fonction de son sexe. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite précision. Ici, l'épisode va concerner le français parlé en France. J'ai aucune expertise sur le français parlé au Canada ou dans les pays francophones en Afrique, par exemple, donc on va seulement se concentrer sur le cas de la France. Voilà, petite précision. Et maintenant, on peut essayer de répondre à cette question épineuse. Pour commencer, on va essayer de bien comprendre ce qu'est le genre grammatical. Et on va voir pourquoi c'est différent du genre biologique. En grammaire, un genre, c'est tout simplement une catégorie pour classer les noms en fonction de différents critères. Des critères qui ne concernent pas seulement le sexe, masculin-féminin, mais ça peut aussi être une distinction entre l'animé, autrement dit le vivant, et l'inanimé, les objets, une distinction entre le solide et le liquide, etc. À chaque fois, ces distinctions, ces catégories peuvent correspondre à un genre grammatical. Dans les langues romanes, le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, le principal genre qui existe, c'est celui qui distingue le masculin et le féminin. En anglais, il y a aussi le genre masculin et féminin, mais seulement pour les pronoms, pour la troisième personne du singulier, he et she. Mais en général, pour les noms, il n'y a pas de genre. Les anglophones ne font pas cette distinction. Et justement, ça, c'est une grande difficulté pour les gens qui apprennent les langues romanes, parce qu'en général, il n'y a pas de moyen pour savoir si un nom est masculin ou féminin. Il n'y a pas de règle, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur. Vous, comme vous apprenez le français, j'imagine que vous connaissez bien cette difficulté. Et peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les Français ont décidé qu'une table, c'est féminin, mais un bureau, c'est masculin. C'est vrai que ça n'a pas de sens dit comme ça. Pour les êtres vivants, c'est un peu plus logique. Le genre grammatical correspond en général au sexe biologique. Un homme, mâle, une femme, femelle ou féminin. Mais certains animaux sont seulement masculins. Par exemple, le castor. On ne dit pas la castor, mais pour une madame castor, on dit un castor femelle. Et au contraire, il y a d'autres animaux qui sont seulement féminins. Par exemple, la souris. Bref, pour les êtres vivants, cette distinction masculin-féminin semble assez logique, mais pour les objets, comme on l'a vu avec la table et le bureau, c'est un peu plus compliqué. Et comme vous pouvez l'imaginer, les linguistes s'interrogent eux aussi sur cette question.
Ça fait des siècles qu'ils essayent de comprendre l'origine du genre dans les langues genrées, par exemple les langues romanes. Pourquoi il y a cette distinction masculin-féminin? Est-ce qu'elle joue un rôle? Est-ce qu'elle remplit une fonction? Au départ, les linguistes pensaient que non, que cette distinction était totalement arbitraire et qu'elle n'avait aucune fonction. Et ça, pour le prouver, ils montraient justement que dans certaines langues, certaines choses étaient masculines et qu'elles étaient féminines dans d'autres, qu'on ne pouvait pas expliquer ça par une vision différente de la réalité. Par exemple, que les Français et les Espagnols voient les tomates de la même façon, donc il n'y a pas de raison logique qu'en français ce soit féminin, alors qu'en espagnol c'est masculin. Donc voilà, les linguistes au départ disaient non, cette distinction n'a pas de fonction linguistique, elle ne joue aucun rôle. Elle est simplement le résultat de l'histoire et de l'usage. Mais un peu plus tard, dans les années 30, les choses ont commencé à changer. Il y a un célèbre linguiste français, Paul Meillet, qui s'est intéressé à la relation entre la langue et la société. Paul Meillet, il était très proche des sociologues de son époque et grâce à ses relations et à ses discussions avec ces sociologues, eh bien, il s'est rendu compte que la langue n'était pas quelque chose de totalement arbitraire, que c'était pas simplement un système de signes, comme pouvait le penser un autre linguiste célèbre, Ferdinand de Saussure. Non, Paul Meillet, lui, il pensait que la langue était très fortement influencée par la société dans laquelle elle était parlée. Et depuis cette première réflexion de Paul Meillet, les linguistes essayent de montrer que cette distinction de genre n'est pas totalement arbitraire, qu'elle correspond à des représentations que les humains, que nous faisons du monde. C'est vrai que nous, les humains, on est très narcissiques. On a tendance à attribuer des caractéristiques humaines à tout. Aux animaux, comme par exemple dans les dessins animés Disney, aux dieux, aux objets et à la nature. Ça, cette tendance, ça a un nom, ça s'appelle l'anthropomorphisme, et c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Parmi les linguistes qui se sont beaucoup intéressés à cette distinction du genre masculin-féminin dans la langue, il y a Patricia Violi, qui est une linguiste italienne. Elle remarque que cette tendance se retrouve dans la majorité des langues, que dans la majorité des langues, les mots matérialisent cette dimension sexuelle symbolique qu'on attribue aux choses de l'existence. Et cette distinction, elle s'exprime principalement dans l'opposition entre le masculin et le féminin. Par exemple, la terre et le ciel, le soleil, la lune, le jour, la nuit, l'eau, et l'eau c'est féminin, le feu. Donc voilà, ça, cette distinction et cette opposition entre ces deux sortes d'éléments, c'est pas quelque chose d'arbitraire, mais d'après Patricia Violi et de nombreuses linguistes, c'est quelque chose qui correspond à la représentation que nous, les humains, nous faisons du monde. Et cette distinction, elle reflète la position du féminin dans notre univers symbolique. Par exemple, on pense que dans l'indo-européen primitif, donc l'indo-européen, c'est la langue qui était à l'origine de toutes les langues européennes et indiennes, on pense que dans l'indo-européen primitif, la lune était de genre masculin. Donc, elle était accompagnée d'un symbolisme masculin. Alors que le soleil était de genre féminin, comme c'est aujourd'hui le cas dans les langues germaniques. Ce que certains linguistes croient, c'est que ce changement de genre, il s'est produit en parallèle de l'évolution de la société dans le sens patriarcal. Autrement dit, quand la zone indo-européenne
est passé du culte de la déesse mère à celui du dieu père. À ce moment-là, le soleil est devenu le symbole du père, d'un principe actif, de la force, de la virilité, alors que la lune a été associée au principe de féminité. Et cette symbolisation, elle est ensuite passée dans la mythologie grecque et latine, où Phébus, Apollon, est le conducteur du char solaire, et il s'oppose à Diane Artémis, qui, elle, est symbolisée par la lune. Pour résumer cette première partie, on peut dire qu'au début, les linguistes pensaient que cette distinction masculin-féminin était une chose arbitraire, mais depuis les années 30, au contraire, ils essayent de montrer qu'elle correspond à une représentation que nos sociétés se font de la sexualité, du masculin et du féminin, et de l'opposition sexuelle entre hommes et femmes. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le français est accusé d'être une langue sexiste. En français, il n'y a pas de genre neutre, contrairement aux langues slaves, par exemple, comme le russe et le polonais, et même au latin. Dans la langue latine, il y avait un genre neutre, mais en français, ce genre a disparu, et de facto, c'est le masculin qui remplit cette fonction. C'est le masculin qui joue le rôle de genre par défaut, de genre générique. Bref, c'est le masculin qui remplace le neutre. Au contraire, le féminin, c'est un genre qui est vraiment marqué. C'est un genre qui est tout sauf neutre. Et ça a des implications très concrètes pour la langue. Par exemple, quand on veut parler des étudiants en général, des étudiants et des étudiantes, eh bien, on dit juste les étudiants. Alors qu'en France, il y a plus de filles qui sont étudiantes que de garçons. Mais quand on parle d'une manière générale, on dit les étudiants parce que le masculin est le genre neutre. De la même manière, on dit les Français et pas les Françaises quand on veut parler de tous les Français, des Français en général, alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes parmi les Français. Mais comme le masculin est le genre neutre, eh bien on dit les Français. Mais c'est pas tout. Dans la grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça veut dire que le masculin est plus fort que le féminin. Ça, c'est une règle que tous les petits Français et les petites Françaises apprennent à l'école. Moi, je me souviens, c'était ma prof, Madame Robin, qui avait écrit ça un jour au tableau, et elle nous avait demandé de souligner 3 fois en grammaire, pour bien montrer que cette distinction concernait seulement la grammaire. Cette règle, elle signifie que quand on a la phrase « un homme et une femme », après, l'adjectif doit être accordé au masculin. On doit dire « un homme et une femme intelligents » et pas « intelligente », parce que il y a un homme qui est un nom masculin, donc il faut accorder au masculin. Et ça, ce serait aussi le cas si on parlait d'un groupe dans lequel il y a un homme et 1 million de femmes. On dirait aussi cet homme et toutes ces femmes sont intelligents. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne semble pas logique, mais en grammaire, en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Ça, c'est une règle qui a été inventée au XVIIe siècle. Avant ça, on avait une autre règle qui était l'accord de proximité. On accordait l'adjectif avec le nom qui était le plus proche. Dans l'exemple précédent, avant, au XVIIe siècle, on aurait dit « un homme et une femme intelligente » parce que l'adjectif est plus proche de femme que d'homme dans la phrase. C'est ça qu'on appelle l'accord de proximité. Mais bref, au XVIIe siècle, les linguistes qui ont voulu formaliser la langue française, qui ont voulu lui donner des règles, eh bien, ils ont inventé cette règle disant que le masculin l'emporte sur le féminin. Et ensuite, elle a été transmise grâce à l'école obligatoire
à la fin du 19e siècle. Donc voilà, aujourd'hui, tous les Français et toutes les Françaises connaissent bien cette règle. Le problème, c'est que cette règle, elle peut prêter à confusion. C'est vrai, les petits garçons peuvent se dire « le masculin l'emporte sur le féminin », en fait ça signifie que nous, les garçons, on est plus forts que les filles. Bon, peut-être que les petits garçons ne se disent pas ça de manière aussi claire, mais inconsciemment, c'est quelque chose qui peut les influencer et influencer leur vision du monde. Mais en plus de sa grammaire, le français est accusé d'être une langue sexiste à cause de son lexique. Par exemple, il y a de nombreuses professions qui, pendant longtemps, existaient seulement à la forme masculine. Un docteur, un professeur, un chef, un ingénieur, un avocat, etc. Toutes ces professions nobles étaient en général occupées par des hommes et elles étaient même réservées aux hommes, donc la forme féminine n'existait même pas. Et ça a été le cas pendant longtemps, même quand des femmes ont commencé à occuper ces fonctions, ce qui a donné lieu à des choses assez bizarres, à des phrases assez bizarres. Par exemple, le ministre est enceinte. Enceinte, vous savez, c'est quand une femme attend un enfant. Donc voilà, ministre, c'est une profession qui existe seulement à la forme masculine. Donc la phrase, ça donne « le ministre est enceinte ». Il y a d'ailleurs un linguiste, Bernard Cerchiglini, qui a écrit un essai qui porte ce titre, « Le ministre est enceinte », pour montrer toutes ces bizarreries, toutes ces choses incohérentes qui sont liées au genre dans la langue française. Il faut savoir aussi que jusque dans les années 90, l'ambassadrice, ça voulait dire la femme de l'ambassadeur. C'était pas une femme qui occupait cette fonction d'ambassadeur, mais c'était la femme de monsieur l'ambassadeur. C'est la même chose quand on disait Madame la Présidente, ça signifiait la femme du président. Selon une règle de l'Académie française, il faut dire Madame le Président quand cette femme occupe la fonction de président. Il y a même des noms de professions qui existaient au féminin il y a plusieurs siècles et qui ont disparu. Par exemple, autrice. Autrice, donc c'est le féminin de auteur, une personne qui écrit un livre par exemple, un auteur, une autrice. Autrice, c'est un mot qui existait jusqu'au XVIIe siècle, mais il a disparu, ou plutôt on l'a fait disparaître, au moment de la normalisation de la langue, qui correspond à la création de l'Académie française. L'Académie française a refusé ce mot autrice parce qu'elle considérait que le métier d'auteur ne convenait pas aux femmes, que la langue devait refléter ce qu'il y a de plus noble dans la société, et pour l'Académie française, à cette époque, ce qu'il y avait de plus noble dans la société, c'était l'homme, donc le masculin. Bref, cette question de la féminisation des professions, elle est très importante aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de femmes qui ont accès à ces professions, qui occupent ces professions ou ces fonctions, et donc qui demandent à ce qu'elles soient féminisées. Justement, c'est tout le débat qui existe autour de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, elle a pour vocation d'assurer une égale représentation des femmes et des hommes dans la langue. Cette écriture inclusive, vous l'avez peut-être vue si vous allez sur des sites avec des offres d'emploi. Aujourd'hui, elle est très utilisée pour les offres de travail, les offres d'emploi. Par exemple, moi, quand j'ai publié une annonce pour recruter un ou une professeure, j'ai utilisé l'écriture inclusive. J'ai mis un point au milieu en disant « recherche 1.e, professeur.e ». Donc ça veut dire « recherche un ou une professeur ou professeur masculin ou féminin ». C'est assez difficile à expliquer, mais si vous cherchez écriture inclusive point milieu, vous allez voir à quoi ça ressemble.
L'idée ici, c'est de ne pas mettre le E entre parenthèses, car ça peut donner l'impression que les femmes ne sont pas vraiment importantes, mais au contraire, de montrer que ces offres d'emploi concernent aussi bien les hommes que les femmes, pour donner une présence aux femmes et qu'elles ne soient plus invisibles dans ces offres d'emploi. Alors, l'écriture inclusive, elle a beaucoup de détracteurs parce qu'elle est assez difficile à lire. Les détracteurs disent qu'elle est illisible et que pédagogiquement, elle est assez difficile à expliquer. Moi, je m'en rends compte maintenant en essayant de vous expliquer ça dans un podcast, c'est pas forcément le meilleur format. Mais bon, bref, l'Académie française, elle a même qualifié l'écriture inclusive de péril mortel, donc un danger mortel pour la langue française. Donc voilà, aujourd'hui, elle fait vraiment débat. Mais bien sûr, l'écriture inclusive, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'objectif de féminiser les noms de profession, comme j'ai déjà dit avant, avec le mot auteur avec un E ou autrice, professeur avec un E, présidente avec un E, etc. Que tous ces noms de profession, qui étaient seulement masculins jusqu'ici, existent aussi à la forme féminine. Et puis, l'écriture inclusive propose de ne pas utiliser le masculin par défaut. Moi d'ailleurs, je me suis un peu adapté à ça. Si je me souviens bien, dans les premiers épisodes, je disais seulement « salut à tous ». Donc ça, c'est une utilisation du masculin par défaut. Mais maintenant, vous savez que je dis « salut à toutes et à tous ». Autrement dit, j'inclus aussi bien les femmes que les hommes. Et surtout, je donne la même visibilité aux femmes et aux hommes. Le président Macron fait la même chose dans ses discours. Il dit « française » et « français ». Alors qu'avant, en général, quand les présidents s'adressaient aux Français et aux Françaises, ils disaient seulement « français ». Donc voilà, il y a cette idée de ne pas utiliser le masculin par défaut, mais aussi de rétablir l'accord de proximité. Vous savez, cette ancienne règle qui existait avant que l'Académie française se mêle de cette histoire, et puis de changer les expressions dans lesquelles il y a le mot homme, par exemple les droits de l'homme, et d'utiliser à la place le mot humain, les droits humains. Ça, on le fait déjà dans certains pays francophones, mais en France, non. En France, on continue de dire les droits de l'homme, ce qui est assez bizarre parce que justement, dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a cette idée que personne ne doit être discriminé en fonction de son sexe. Mais c'est vrai que quand on dit les droits de l'homme, eh bien, on semble laisser les femmes de côté ou bien les considérer un peu comme invisibles. Ce débat sur l'écriture inclusive en France, il est très vif. Il y a vraiment deux camps qui sont bien marqués et qui n'hésitent pas à s'écharper dès qu'ils en ont l'occasion, à se disputer, à s'attaquer. Et c'est un débat qui a donné lieu à beaucoup de polémiques dans les médias, avec souvent des caricatures d'un côté comme de l'autre. C'est assez difficile d'avoir un débat raisonné sur cette question, en tout cas en France, parce qu'il déchaîne les passions. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer. Par exemple, en février 2019, l'Académie française a publié un rapport dans lequel elle recommande d'accepter la féminisation des noms de profession, alors que jusqu'à ce moment-là, elle y était totalement opposée. Dans ce rapport, l'Académie française a dit qu'il n'existe aucun obstacle de principe et que ça suit simplement l'évolution de la société. Bon, cette formulation, aucun obstacle de principe, on voit que l'Académie française n'est pas très enthousiaste et qu'elle a peut-être publié ce rapport à contre-cœur. Ah oui, ça c'est une bonne expression. À contre-cœur, ça veut dire faire quelque chose mais sans en avoir vraiment envie. Contre votre cœur, contre votre envie. L'Académie française a admis à contre-cœur que les noms de profession peuvent être féminisés.
Et quand on regarde la composition de l'Académie française, on voit qu'il y a seulement 5 femmes sur 36 membres au total. Donc voilà, on comprend un peu pourquoi cette évolution a pris tellement de temps au sein de l'Académie française. Au contraire, dans les autres pays francophones comme le Canada, la féminisation des professions a été beaucoup plus rapide et elle est beaucoup plus avancée qu'en France. Oui, mais peut-être que vous vous demandez pourquoi cette question est importante. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de perdre son temps sur ces histoires de féminisation de profession, de masculin qui l'emporte sur le féminin, etc. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il existe des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes pour un même poste, un même diplôme et un même niveau d'expérience. Les femmes gagnent en moyenne entre 20 et 25% de moins que les hommes. Alors peut-être que pour faire changer les mentalités, il faut aussi changer la langue. Ça, c'est une idée qu'on retrouve chez le célèbre philosophe français Henri Bergson, un philosophe du début du XXe siècle, qui s'est intéressé aux questions de la mémoire, de la religion, de la morale, qui a été membre de l'Académie française, lui aussi, prix Nobel de littérature en 1927, bref, quelqu'un qui connaît bien la langue française, et il a écrit un essai sur le rire, dans lequel on peut lire « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. » Cette citation, elle est assez célèbre. Nous ne voyons pas les choses mêmes, ça veut dire les choses en elles-mêmes, les choses telles qu'elles sont. Nous nous bornons. Se borner, c'est un verbe qui veut dire se limiter. Nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Des étiquettes collées sur ces choses. Une étiquette, c'est comme un label. Ici, Bergson nous dit qu'on ne voit pas les choses comme elles sont, mais on voit seulement les étiquettes qui les représentent. En fait, Bergson pense que les mots simplifient la réalité. Par exemple, le mot amour, c'est une version simpliste d'un sentiment complexe, peut-être même de plusieurs sentiments. C'est quelque chose qui est assez difficile à décrire et qui n'est pas ressenti de la même manière par chacun. En fait, les mots ne peuvent pas restituer toute la complexité, toutes les nuances de notre expérience. Le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser avec ces mots. Par exemple, si on dit « je suis triste », c'est un peu simpliste. En réalité, on ressent plusieurs sentiments différents et ce mot « triste », ça ne reflète pas forcément toute cette complexité. Justement, il y a une autre hypothèse très célèbre en linguistique, l'hypothèse de Sapir-Whorf. C'était 2 linguistes et anthropologues américains de la première moitié du XXe siècle, qui dit que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Autrement dit, que la façon dont on perçoit, dont on voit le monde, dépend du langage. Il y a un exemple célèbre qui avait été utilisé par Whorf, un exemple qui concerne les Esquimaux. Whorf pensait que les Esquimaux avaient 3 mots pour décrire la neige, parce que la neige, c'est quelque chose qui est plus présent dans la vie des Esquimaux que dans celle des Américains, par exemple, et que grâce à ces mots, les Esquimaux avaient une vision différente de la neige par rapport à celle des Américains. Bon, en réalité, ça c'est faux, et ensuite ça a été démenti par de nombreux linguistes. Les Esquimaux n'ont pas 3 mots pour décrire la neige, ni même plus d'ailleurs. Mais cette hypothèse de Sapir-Whorf, elle a inspiré de nombreuses recherches par la suite. Par exemple, en 2013, il y a 3 professeurs de Cambridge qui se sont intéressés à l'influence des genres sur des francophones et des anglophones. Pour ça, ils ont pris certaines professions, par exemple la profession d'assistante sociale. C'est vrai qu'en français, on utilise plutôt cette profession au féminin, une assistante sociale. Donc une assistante sociale, c'est une personne qui est là
pour aider les familles en difficulté, pour les aider avec leurs problèmes financiers, les problèmes des enfants à l'école, etc. Mais quand on utilise le pluriel en français, on utilise le masculin parce que c'est le genre par défaut. Donc, ces profs de Cambridge, ils ont demandé à des francophones ce qu'ils pensaient quand ils entendaient les mots assistants sociaux. Et quand des francophones entendent ça, ils pensent à des hommes, même si c'est une profession plutôt féminine. Pourquoi ? Parce que le genre influence notre représentation. Quand on entend des assistants sociaux, comme c'est le masculin, on pense forcément à des hommes. Au contraire, les anglophones, quand ils entendent social workers, ils pensent à des femmes, parce que c'est une profession qui est plutôt occupée par des femmes. On voit ici que le genre grammatical influence notre perception, alors que les anglophones sont seulement influencés par les stéréotypes de cette profession, et pas par leur grammaire. Par extension, on peut comprendre pourquoi quand une petite fille entend le mot « un ministre », elle pense à un homme et pas à une femme. Et le problème, c'est que comme ces professions existent seulement au masculin, eh bien, les petites filles peuvent moins s'y identifier que les petits garçons. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que la langue est le seul responsable des inégalités hommes-femmes, c'est un problème beaucoup plus complexe que ça, mais comme le langage a le pouvoir d'influencer notre façon d'appréhender la réalité, il est un enjeu de pouvoir, donc il est rarement neutre. Un dernier exemple, c'est le roman 1984, écrit par Orwell. Vous savez que dans ce roman, le pouvoir invente une langue, la novlangue, pour empêcher de pouvoir formuler des idées contestataires, des idées d'opposition. Donc voilà, en essayant de contrôler la langue, le pouvoir espère contrôler les idées. En conclusion, on peut dire qu'il est difficile de nier que la langue française ne traite pas les hommes et les femmes de la même manière, aussi bien au niveau du lexique que de ses règles de grammaire. C'est peut-être une des nombreuses raisons qui expliquent pourquoi les femmes n'ont pas eu le droit de vote en France et en Italie avant 1945, soit plus de 25 ans après les États-Unis et le Royaume-Uni, des pays anglophones. Mais les règles fixées par l'Académie française au XVIIe siècle, elles n'ont rien de naturel ou de supérieur d'un point de vue linguistique. C'était seulement la décision d'un groupe qui était composé exclusivement d'hommes. En fait, la langue est toujours le produit d'une société, de ses locuteurs et de son évolution. Au final, c'est l'usage qui décide, pas les institutions. Aujourd'hui, la place des femmes dans la société n'est plus la même, donc la langue doit refléter et accompagner cette évolution. Et en encourageant ces changements dans la langue, on arrivera plus rapidement à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos impressions en laissant un commentaire sur le site, sur la page de l'épisode. Comme ça, vous pourrez débattre avec les autres auditeurs. Laissez aussi une évaluation sur iTunes si vous voulez soutenir le podcast. Ça me fait toujours très plaisir et ça permet à plus de personnes de découvrir Inner French. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!